Je vais vous parler ce soir de l'histoire de la géologie de notre région, de Bernard Palissy à nos jours. Alors je vais vous parler de cette histoire parce que, en fait, depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis un petit peu replongé dans l'histoire des sciences et en particulier l'histoire de la géologie. Et alors il y a des personnages qui ont été très utiles, qui font qu'aujourd'hui on a les cartes modernes, on a les connaissances que l'on a et qui sont complètement oubliées. Donc on essaie toujours dans les régions de faire revivre ces personnages. Donc ne vous attendez pas à des personnages nécessairement célèbres au niveau national, mais plutôt au niveau régional. Alors pour vous parler de ceci, je vous propose de faire une petite introduction, c'est-à-dire de vous expliquer un petit peu le pourquoi et le comment de cette histoire. Ensuite nous verrons quelques précurseurs du XVIe au XVIIIe, quelques pionniers, et notamment les pionniers locaux comme je l'ai dit. On verra les premières esquisses des cartes géologiques bien sûr, l'exploration géologique et puis les cartes départementales, comment on est passé de la carte nationale aux cartes départementales, et puis ensuite comment on en est arrivé aux cartes au 80 millième, et puis vers la fin du 19e, au début du 20e, on s'aperçoit que finalement on a beaucoup regardé l'organisation des couches de roches les unes par rapport aux autres, mais on n'a pas regardé leur structure, leur architecture, et donc on va avoir quelques synthèses géologiques et tectoniques qui vont venir compléter un petit peu cette histoire. Enfin, les cartes géologiques au 50 millième, celles pour lesquelles peut-être vous êtes habitués, ce sont des cartes qui vont commencer dans les années 1950, qui pratiquement sont terminées depuis 2 ou 3 ans. La couverture entière de la France est faite au 1,50 millième, mais qui, sur le plan historique et même sur le plan géologique, apportent des détails, mais pas de changements fondamentaux. Et puis on essaiera de conclure un petit peu sur ce que l'on peut tirer de cette histoire. Alors tout d'abord, en introduction, je voudrais vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors cette histoire, c'est d'abord l'histoire de naturalistes du XVIe au XXe siècle, des naturalistes qui ont marqué notre région. On va bien sûr évoquer des gens comme Clément Lafaille, qui marquent par leur cabinet, ou des gens comme Fleuriot, qui marquent par leur collection, mais on va parler d'autres personnages que vous connaissez peut-être en tant que Rochelais, mais qui sont peut-être moins connus en tant que naturalistes ou géologues. Et puis c'est également la découverte de notre région à travers sa composition géologique et sa structure. En fait, ici, je vous ai reproduit une partie des dernières cartes sorties par le BRGM, qui montrent finalement les formations qui sont des formations anciennes, ici et là, et puis le début de ce bassin aquitain, séparé par le seuil du Poitou, du bassin parisien. Mais on va voir un petit peu comment on en est arrivé là, comment on a pu mettre différentes couleurs, comment on a pu mettre des structures sur ces cartes. Et donc, cette histoire, c'est l'histoire de l'évolution de la carte géologique en fonction des découvertes et des progrès techniques. Et vous allez voir que là aussi, l'histoire de cette carte géologique, elle commence en concurrence avec les Anglais. Les premières cartes géologiques publiées, c'est la carte de Smith en Angleterre. Et en fait, nos géologues au début du 19e s'aperçoivent qu'on a à peu près 10-15 ans de retard par rapport aux Anglais. Et la première mission qu'ils vont faire, c'est de traverser la Manche, d'aller voir ce qui se passe en Angleterre. Et donc, on va un petit peu s'appuyer sur ces cartes-là. Et puis, peut-être, ce sera l'essentiel de la conclusion. À quoi ça sert les sciences de la Terre et quelle est l'utilité des cartes géologiques? Alors, les précurseurs du 16e au 18e. Je ne les ai pas tous passés en revue pour ne pas trop vous ennuyer, mais bien sûr on commence par le plus célèbre, Bernard Palissy. Alors Bernard Palissy, pour nous, c'est le plus ancien des paléontologues écrivains français. C'est un collègue qui a trouvé cette expression qui est très bonne. Que peut-on dire Bernard Palissy en tant que précurseur? On peut dire qu'en fait, il était avant tout connu comme potier. Il travaillait à la recherche des mots et tout ça, mais c'était pas productif et il n'avait pas beaucoup d'argent. Si bien qu'il va être obligé de se donner à des travaux de cartographie dans les marais salants, et c'est en faisant ces travaux-là qu'il va s'intéresser aux roches. Il va s'apercevoir, entre autres, que dans les roches, on a des choses pétrifiées qui ressemblent étrangement à des animaux ou à des végétaux, mais étrangement, c'est-à-dire que certains, effectivement, rappellent ce que l'on trouve sur nos côtes ou dans nos forêts, mais d'autres sont totalement différents.
Et donc Bernard Palissy est considéré donc au XVIe siècle comme un des premiers à réaliser que les restes d'animaux et de végétaux que l'on trouve dans les pierres sont d'anciens animaux et végétaux qui ont été pétrifiés. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, c'est une idée tout à fait courante. À l'époque, c'était complètement révolutionnaire, si je puis dire. Et puis, il ne se contente pas de cela. Il retrouve ces roches sur les terres émergées. Et que se dit-il? Il se dit, finalement, si je retrouve des roches avec des animaux et des végétaux qui ont été pétrifiés sur les terres émergées, ça veut dire qu'autrefois, la mer occupait ces territoires. Et donc, il va avoir une deuxième idée, c'est de dire, si la mer existait et n'existe pas, c'est que les traits de côte ont changé. Il y a eu des mouvements de mer. Et on considère Bernard Palissy comme un des grands précurseurs de la paléogéographie. Donc ce Bernard Palissy, je ne vous en parlerai pas plus, mais il faut savoir que c'est un personnage qui pour nous est vraiment un pionnier, un précurseur de la géologie, et depuis quand même quelque temps, on commence à le reconsidérer dans ce domaine-là. Alors à La Rochelle, il y a quelque chose de particulier qu'on commence maintenant à prendre en considération. Le fait de ne pas avoir eu d'université ancienne fait que les gens curieux vont soit se regrouper en associations, donc en sociétés savantes plus exactement, soit faire des recherches personnelles. Et donc au XVIIe, au XVIIIe, on retrouve un tas de personnages. Souvent ce sont des notables et tout particulièrement des médecins qui ont quand même une formation qui les pousse vers les sciences de la nature, et ces gens-là vont s'intéresser entre autres aux pierres. Alors un des traités les plus curieux que je connaisse de cette époque, c'est le traité de Nicolas Vénète, que vous connaissez comme médecin, et puis la maison attribuée à lui qui n'est pas sa maison, puisqu'il résidait dans l'actuelle rue Fleuriot, au 23, au 25 rue Fleuriot, l'hôtel particulier qui est occupé maintenant par le cabinet de médecins. C'était là sa maison, à Vénète. Alors là aussi c'est un mystère, cette maison Nicolas Vénète n'a jamais appartenu à Vénète. Pourquoi on le lui a attribué? Mystère, pendant les historiens. Toujours est-il que Nicolas Vénète, entre autres, s'intéresse aux pierres. Et il écrit un traité des pierres qui s'engendre dans les terres et dans les animaux, où l'on parle exactement des causes qui les forment dans les hommes, la méthode de les prévenir, et les abus pour s'en garantir et pour les chasser même hors du corps. Alors c'est un traité très curieux. Une grande partie ne m'a pas attiré particulièrement, vous pouvez comprendre ceci, mais il y a quelques chapitres assez étranges. En particulier, il décrit la construction ou la reconstruction d'une partie de La Rochelle au XVIIe siècle avec des pierres de taille, avec des pierres de la Saintonge, et il dit que finalement c'est un bienfait que ces pierres sur la santé des êtres humains. En fait, il traite un petit peu des pierres comme bienfaitrices. Alors après, il y a toute une analogie entre les pierres, c'est-à-dire les calculs qui se développent dans le corps humain, et puis les pierres qui se développent dans la nature. Alors là, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Toujours est-il que c'est un naturaliste qui en plus avait un petit cabinet de curiosités dans lequel vraisemblablement il devait y avoir des curiosités de nos côtes onisiennes. Alors un petit peu plus tard, vous avez dans la famille Richard, les Richard, c'est une grande famille rochelaise. Vous avez Élie Richard le père, qui va être médecin protestant, qui va être interdit d'exercice, et puis Élie Richard le fils, qui va lui aussi s'intéresser à la médecine, et qui laisse un ouvrage manuscrit, qui d'ailleurs est déposé à la médiathèque, que je vous encourage à regarder, parce qu'il est remarquable, qui s'appelle « Histoire des animaux, des végétaux et des minéraux », avec un abrégé des météores. Et là-dedans, vous avez une description des différents animaux, végétaux et des roches qu'il avait dans une sorte de cabinet virtuel et pour lesquels il raconte un petit peu les bienfaits, les méfaits. Donc c'est une sorte de cabinet d'histoire naturelle virtuelle qui est assez surprenant et qui est assez intéressant. Mais on en est encore, si vous voulez, à des gens qui sont des précurseurs, mais qui n'ont pas encore une formation de naturaliste.
Il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour voir un personnage très intéressant d'ailleurs, un naturaliste Rochelet, Clément Lafaille, qui lui va vraiment être disons, l'embryon de la géologie à La Rochelle. Alors ce Clément Lafaille, bien sûr, il va être influencé par deux personnages, un que vous connaissez vraisemblablement, c'est Réaumur qui est né à La Rochelle et qui en 41 vient un petit peu conforter l'Académie des Belles Lettres qui vient d'être créée à La Rochelle, l'Académie Royale des Belles Lettres, et qui rencontre le jeune Clément Lafaille, et il est accompagné d'un de ses élèves qui va énormément marquer dans la géologie, Jean-Étienne Guettard. Et Jean-Étienne Guettard, c'est quelqu'un qui va marquer parce que ça va être un précurseur des cartes géologiques et ça va être également quelqu'un qui va être, avec Nicolas Desmarais, dont je reparlerai tout à l'heure, un des découvreurs des roches volcaniques d'Auvergne. Et c'est une découverte majeure parce qu'à l'époque, on était persuadé que toutes les activités volcaniques étaient en bord de mer et que c'était pas possible que l'on puisse avoir des activités volcaniques, même anciennes, au milieu des terres. Donc c'est une révolution. Et ce Jean-Étienne Guettard, il sera un peu le correspondant de Clément Lafaille vers la fin de sa vie auprès de l'Académie des sciences. Donc ces deux personnages vont faire en sorte que Clément Lafaille va non seulement se mettre en charge de créer un cabinet d'histoire naturelle et non pas un cabinet de curiosité, c'est-à-dire un cabinet où l'essentiel des pièces sont des pièces d'histoire naturelle, des coquillages, des poissons, des oiseaux, des végétaux et des cailloux. Et donc, en fait, il lèguera ce cabinet qui aujourd'hui est encore présent au muséum et qui est une sorte d'embryon du muséum du XIXe siècle. Et puis, il va laisser un certain nombre d'écrits. Très peu ont été publiés. Mais malgré tout, on a retrouvé pas mal de manuscrits intéressants qui concernent essentiellement les côtes onisiennes, les changements du trait de côte. Il parle également des progrès que l'on a à faire pour les digues contre les tempêtes, donc un document qui a été repris par certains de mes collègues lors de Xintia, que vous retrouverez dans les différents ouvrages qui sont sortis sur Xintia. Et puis il va s'intéresser beaucoup aux coquillages et aux fossiles. Et c'est le premier à décrire un certain nombre de sites fossilifères des côtes onisiennes et de l'arrière-pays. En particulier, un site qui était très riche en fossiles, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, c'est le site d'Angout. Angout, c'est lorsque vous allez sur la route de Rochefort, vous savez, un petit peu avant les Boucheleurs, là, quand vous montez un petit peu, il y a une ferme ou deux, et là, c'était un merveilleux site fossilifère qui a donné énormément de variétés fossilifères. Donc ces gens-là, ce sont vraiment les précurseurs de la géologie dans la région. Alors les pionniers, ce sont ceux qui vont vraiment passer d'une observation, collecte et contemplation à une méthode un peu plus naturaliste qui va les amener à des résultats très importants. Et alors je vais commencer par un personnage là aussi très très important en géologie, Nicolas Desmarais, qui est surtout connu d'ailleurs pour ses travaux en Auvergne, mais qui va venir à plusieurs reprises sur nos territoires charentais et en Dordogne. Et au cours de plusieurs expéditions, il va récupérer des fossiles étranges, comme ceux que vous voyez ici. Et ces fossiles étranges, que vous connaissez peut-être, avec deux valves complètement différentes, une valve inférieure très importante et une valve supérieure très plate, ce sont ce que l'on va appeler plus tard des rudistes. Il ne sait pas encore ce que c'est. Toujours est-il qu'il est très intrigué par ces fossiles, et donc dans ses collections, il va reprendre en 1806 l'étude de ces fossiles et nous donner un mémoire très intéressant, plusieurs espèces de fossiles inconnus. Il écrit « Les fossiles dont j'ai fait une nombreuse collection en 1764, 1769, 1771 dans les provinces de Saintonge, d'Angoumois et de Périgord composent une famille entière de coquillages dont les analogues marins ne sont plus connus que les fossiles eux-mêmes. » Donc, on est déjà sur une science naissante et une science qui se pose des tas de problèmes. C'est-à-dire qu'on est convaincu que les fossiles, ce sont bien des animaux et végétaux qui ont été pétrifiés, mais on aimerait bien avoir leurs analogues aujourd'hui. Et on tombe sur des choses qui n'ont rien à voir. Qui de plus est, ces gens-là vont comparer ce qu'ils trouvent dans les formations méridionales, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin aquitain, avec les formations qui pourraient être équivalentes, qui ont la même lithologie, le même type de roche, dans le bassin parisien. Et ils ne trouvent pas les mêmes fossiles.
Donc on reparlera de ce problème parce que c'est un problème très important. Ça veut dire que petit à petit va naître l'idée que l'on a une sorte de barrière climatique, ou au moins paléogéographique, qui se passe entre le massif armoricain et le massif central. Au sud, on est tourné vers des faunes australes, et puis au nord, ce seront des faunes boréales. Alors à côté de ce géologue visionnaire en paléontologie, nous avons deux naturalistes rochelais d'exception dont je veux parler un peu plus en détail maintenant, Louis-Benjamin Fleuriot de Bellevue et puis Charles-Marie Dessalines d'Orbigny. Alors l'un va entraîner l'autre, Fleuriot va entraîner d'Orbigny, et au début du 19e, ils vont vraiment reprendre un petit peu ce qu'avait ébauché Lafaille, et d'ailleurs on retrouve aussi bien dans les archives de d'Orbigny que dans celles de Bellevue des manuscrits de Lafaille qui n'étaient pas connus. Et ces manuscrits vont les aider à faire une prospection de la géologie dans la région. Alors Fleuriot va, lui, travailler de façon très utile, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux différentes coupes, et là vous avez une coupe qui est synthétique entre La Rochelle ici et puis les environs de Civray par là, avec une crête qu'il marque comme très utile ici, puisque c'est une crête qui était une crête de partage des eaux et qui par conséquent va faire qu'on va s'intéresser essentiellement à cette partie du bassin aquitain. Et donc il va établir un début de stratigraphie, c'est-à-dire d'organisation des roches les unes par rapport aux autres, à des fins bien particulières, c'est-à-dire que l'essentiel de l'utilité de ces travaux de géologie, qui se communiquent par des coupes et par des cartes, ça va être par exemple la recherche de l'eau ou la recherche des matériaux utiles. C'est-à-dire que dès le début du 19e siècle, les géologues vont avoir le souci d'essayer de mieux comprendre le sous-sol de leur région pour mieux l'utiliser. Alors à côté de ce travail de 1815, en 1814, Fleuriot entreprend un autre travail géologique, c'est l'étude de l'île d'Aix. Il va travailler à peu près une dizaine d'années sur l'île d'Aix, et dès 1820, il publie cette carte, une carte qui est à la fois, disons, géographique et géologique, cette carte avec ces formations-là, celle-ci, donc la pointe de la fumée ici, et une coupe. Et sur la coupe, on voit ici une sorte de couche un peu sombre, et c'est la fameuse forêt fossile qu'il va mettre en évidence. Alors cette forêt fossile, il va l'expliquer de la façon suivante. Au début, c'est-à-dire il y a à peu près 100 millions d'années, il n'avait pas l'échelle stratigraphique, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais au début, les terres étaient émergées et étaient occupées par des lagunes avec des forêts, des marécages et tout cela. Et la mer est revenue et a fait disparaître cette forêt fossile. Et ceux qui ne me croient pas, vous pouvez aller la voir lors des grandes marées, des grands coefficients. Vous avez des arbres, dont un qui fait 13 mètres de long, qui correspond à cette forêt fossile. Et donc, petit à petit, il va mettre en œuvre les méthodes de la géologie de terrain, c'est-à-dire qu'il va faire d'abord de la topographie. Alors ça, c'est à la anse des fougères qu'il fait ceci. Il fait une coupe topographique, et ensuite, il va l'habiller avec la géologie, c'est-à-dire que l'on va avoir une succession de formations qui sont caractérisées par des fossiles, qui sont caractérisées par des matériaux différents, et donc la géologie qui va servir à faire des cartes est vraiment née dans la région avec ses travaux. C'est d'autant plus vrai qu'il va, avec Charles-Marie Dessalines d'Orbigny, prospecter toute la région, c'est-à-dire que on a dans ses archives la preuve comme quoi il partait 8 jours, 15 jours, il explorait l'île d'Oléron, l'île de Ré, il allait jusqu'à l'estuaire de la Gironde et il faisait des relevés systématiques, si bien que dans les années 1820-1825, on n'a pas une date exacte, Fleuriot et d'Orbigny prennent un fond topographique comme ceci et vont y mettre la limite entre le socle et les sédiments, et vont mettre une succession de formations qu'ils vont caractériser essentiellement d'après la lithologie. C'est-à-dire que si vous regardez ici les termes qui sont employés, vous avez les oolithes, et puis ensuite vous allez avoir la craie. Donc en fait ces formations, les oolithes et la craie, c'est ce qui va devenir plus tard
les formations de l'Oxfordien, du Kimmeridgien, du Cénomanien, et puis des autres étages du Crétacé. En gros, on va avoir les zoolithes qui seront les formations jurassiques, et puis la craie, les formations Crétacées. D'ailleurs, le mot vient de là. Ça, c'est au niveau régional. Mais au niveau national, il y a les premières esquisses de cartes. Et donc, en fait, on n'est pas encore à la carte départementale. Celle-ci va venir progressivement. Alors, le premier document que je voulais évoquer, c'est un document de 1826. À l'époque, à peu près, où Fleuriot et d'Orbigny sortent leurs cartes, il y a Domalius d'Alloy, qui est un géologue français, parisien, qui va sortir un document, mais un document qui est encore très très synthétique. Vous voyez, vous avez une grosse tache rose, le massif central, un petit morceau du massif armoricain, et puis une tache verte comme ceci qui représente un peu les zoolithes, une tache jaune qui représente la craie, et puis des taches qui représentent plutôt les sables et les formations du tertiaire des Landes. Et donc c'est une carte très succincte, et une carte qui a peu demandé de travaux de terrain. Et il va falloir attendre 1841 pour voir la première publication de la carte géologique de France au 1/500 millième par Armand Dufresnoy et Élie de Beaumont. Alors cette carte, je voudrais quand même vous raconter un petit peu son histoire. Cette carte, elle débute en 1825. Au niveau national, on se dit, finalement, les Anglais ont déjà leur société de géologie, et les Anglais viennent de sortir une carte géologique de la Grande-Bretagne et qui va jusqu'à la Manche. On envoie donc les deux ingénieurs des mines, Dufresnoy et Beaumont, en Angleterre pendant 1 an pour étudier un petit peu cette carte et la façon dont ils ont procédé. Et puis ils reviennent en France vers les années, donc en 1826-1827, et on leur dit maintenant, vous allez vous partager la France en deux. Élie de Beaumont va faire la partie nord, et Dufresnoy va faire la partie sud. Et effectivement, on a des traces de venue de Dufresnoy à La Rochelle dans les années 1830. En fait, là, on est vraiment dans la géologie de terrain. Parce que certains collègues qui ont travaillé en détail sur ces deux ingénieurs des mines ont estimé qu'ils avaient parcouru 80 000 kilomètres à pied en 10 ans. Donc 40 000 chacun. Donc en fait, ça vous donne un petit peu une idée. On a toujours parlé de la géologie de terrain. La géologie de terrain, c'est vraiment une discipline ancrée en Europe. Et donc, le résultat, c'est que si vous regardez par rapport à la carte précédente, vous voyez que cette fois-ci, on a pas mal de détails. C'est-à-dire que l'on a subdivisé, on a ici le Lias, et puis ensuite on va avoir le Jurassique, avec des subdivisions dans le Jurassique, le Crétacé, là aussi avec des subdivisions, et puis le Tertiaire. Et donc, on a quelque chose qui reflète un travail de levée de cartographie. Ce travail est tellement bon qu'on dit, mais ça pourrait peut-être être utile. Et c'est à peu près à cette époque, dans l'année 1840, que le ministère des Travaux publics envoie une lettre circulaire à tous les préfets des conseils généraux de l'époque, en leur disant, messieurs, à charge de lever les cartes géologiques départementales. Et donc, l'étape suivante va être, pour ce qui nous concerne, les cartes géologiques départementales. Donc, nous allons en évoquer 3. La première, c'est celle-ci, c'est la Charente inférieure. La deuxième, c'est la Charente. Et la troisième, c'est la Dordogne. Donc, de l'exploration géologique aux cartes départementales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes départementales, elles vont aussi résulter de travaux qui ont été faits en complément, soit sur les formations, soit encore sur les contenus fossilifères de ces formations. Parmi les gens qui marquent notre région, nous avons le vicomte d'Archiac. Vicomte d'Archiac est un très bon géologue qui en 1836 va proposer un mémoire sur les formations crétacées du sud-ouest de la France. Et puis je vais vous montrer par la suite les documents accompagnant ce mémoire, c'est-à-dire une magnifique coupe géologique avec des petits détails. Mais auparavant, ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a des choses importantes qui se passent en France. Tout d'abord, la création de la Société géologique de France en 1830 et en accompagnement, la création de sociétés régionales. Et en particulier, en 1836, est créée à La Rochelle la Société des sciences naturelles de la Charente inférieure.
Parmi ces sociétaires, deux que l'on a cités, Fleuriot et d'Orbigny, sont en même temps membres et pratiquement ce sont les premiers membres provinciaux de la Société géologique de France depuis 1830. Et donc cette Société géologique de France, elle va organiser des réunions en province et ces réunions se dérouleront de deux façons. La première, une petite concertation avec des présentations de résultats par les géologues et surtout la deuxième, de grandes balades sur le terrain. Alors nous en parlerons tout à l'heure parce que celles qui nous intéressent particulièrement, celles de nos départements, vont intervenir ultérieurement. Par contre, on peut dire un mot sur celle de 1843, elle se tient à Poitiers. Elle se tient à Poitiers, mais malheureusement, Poitiers, comme vous le savez, est tourné vers le bassin parisien. Et l'essentiel des résultats de cette réunion extraordinaire va concerner le bassin parisien et non pas le bassin aquitain. C'est pour cela que j'en parlerai très peu. Par contre, je voulais vous montrer la reproduction de la coupe géologique que propose le vicomte d'Archiac à la suite de son mémoire sur le Crétacé du Sud-Ouest. Et vous voyez que cette coupe part d'ici du massif armoricain, qu'elle passe le long de nos côtes, et donc on voit ici les formations du Jurassique, les formations du Crétacé, les formations tertiaires, et la chose étrange, c'est qu'au sud, lorsque ces formations sédimentaires arrivent au contact des Pyrénées, elles sont complètement plissées. Donc c'est un des premiers documents, 1836, où l'on a effectivement cette vision que ce bassin aquitain va avoir deux parties totalement différentes. La partie nord-septentrionale, où nous sommes, avec des formations des couches relativement peu inclinées et peu déformées, et puis une partie sud, où ces roches ont subi ce que l'on appelle aujourd'hui l'orogénèse pyrénéenne. Et pour meubler cette coupe et pour meubler ces arguments, vous voyez qu'il va faire des petites coupes de détail à Fouras, la pointe de Fouras, à Pont, dans la région de Pont, et dans la baie de Royan. Donc là, un peu, après c'est au sud, mais on a déjà à cette époque des bonnes informations et des informations qui sont fidèles. C'est-à-dire que tous les éléments n'y sont pas, mais la coupe est parfaitement bien tracée. Les variétés de formation sont bien expliquées et les variations aussi. Alors nous en arrivons à ces cartes régionales et pour vous parler de la carte de la Charente inférieure, il faut que je vous présente un géologue qui est un géologue régional, William Manès, qui est originaire de Saujon. La famille Manès avait une sorte de propriété familiale à Saujon et il va être ingénieur de l'école des mines. Il va faire une brillante carrière. Sa carrière va l'amener petit à petit à Limoges, Vesoul, Rodez, Decazeville, Chalon-sur-Saône, et puis il va terminer à Bordeaux. Donc l'essentiel des archives de William Manès se trouve à Bordeaux, mais en tant que Charentais, il va se porter candidat en 1840 pour réaliser la première carte géologique de la Charente inférieure. Et donc il reviendra mourir à Saujon, après la mort de sa femme en 1881, donc il va rester un an à Saujon. Et ce William Manès, il va essentiellement s'appuyer sur les travaux de d'Orbigny et surtout sur les travaux de Fleuriot. Donc en fait, la carte géologique que vous connaissez peut-être, qui est publiée avec un mémoire, va avoir un double intérêt. Le premier intérêt, c'est effectivement de présenter les différentes formations géologiques avec des contours beaucoup plus précis que les précédentes cartes, et surtout un deuxième intérêt qui va être un intérêt pour l'exploitation des matériaux naturels et pour l'agriculture. Et d'ailleurs, Manès va intervenir dans un congrès scientifique à La Rochelle en insistant sur le fait que les cartes géologiques devraient être suivies par des cartes agronomiques et pédologiques. Et donc, on est effectivement dans l'utilité de la géologie pour les régions. Alors, cette carte géologique de la Charente inférieure, on en a plusieurs exemplaires avec son mémoire, et vous voyez qu'elle est quand même très proche des cartes que nous avons aujourd'hui, avec non seulement les formations sédimentaires représentées, donc en bleu c'est l'essentiel du Jurassique, en vert c'est l'essentiel du Crétacé, et puis on n'a pas les formations tertiaires qui n'apparaissent pas sur la Charente-Maritime.
Par contre, ce qui est très intéressant également, c'est qu'il va beaucoup s'intéresser aux formations superficielles. Et puis on va avoir quand même donc un détail, une précision qui va faire que cette carte va être un document utilisé de 1853 jusqu'à 1898, qui est à peu près la période où on va avoir toute la couverture de la région, ou un 80 millième. Alors à côté de la Charente inférieure, il y a la Charente. Et la Charente va être essentiellement marquée par un personnage important, Henri Coquan, qui va en fait venir faire des campagnes de géologie, de levée de terrain en Charente, mais qui ne résidera pas dans notre région, puisqu'il est originaire de Besançon et il va être nommé professeur titulaire de chaire à Aix-en-Provence. Donc Henri Coquan va marquer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va être le réalisateur de la carte géologique de la Charente que nous allons voir dans un instant, et il va accompagner cette carte avec un mémoire de 600 pages, donc ce qui est conséquent. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui va s'apercevoir que le Crétacé de notre région est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il va avoir des dépôts très lents, très complets, qui vont faire que l'on va pouvoir décider que certains étages vont pouvoir porter le nom des régions où Coquan va les décrire. Et donc je vais reparler de ceci, c'est ce qu'on appelle les stratotypes, c'est-à-dire les types de référence des étages. Alors il va en créer 6, en fait on n'en retiendra que 4. Nous allons voir ceci. Voilà, ici je vous ai mis un petit peu pour mémoire, disons, ce qu'on appelle une échelle stratigraphique qui a été faite en partie par d'Orbigny, dans laquelle on voit effectivement que, initialement, ce que je vous ai évoqué, c'est que on s'est intéressé essentiellement à la lithologie, c'est-à-dire la nature des pierres, les éolites et la craie. On va parler essentiellement du Jurassique et du Crétacé, car comme vous avez vu, le bleu et le vert, c'est ce qui nous concerne essentiellement. Alors ce Jurassique et ce Crétacé, on va dire finalement ces groupes, on va créer des étages. Bien sûr, on n'a pas de chance, mais les Anglais sont passés avant nous pour le Jurassique, et l'essentiel des noms des étages du Jurassique, vous voyez, rappelle Oxford, Cambridge, Portland. Ah, il y a un étage corallien. Alors ça vous intéresse peut-être, parce que cet étage corallien, il a été créé par Alcide d'Orbigny dans les années 1826-1830 au vu des faciès qu'il y a à la pointe du Chet. Donc en fait le corallien de d'Orbigny, qui ne va pas résister par la suite, puisque c'est quand même un faciès très spécifique, illustre les formations que vous avez si vous avez à la pointe du Chet, avec tous ces coraux fossiles magnifiquement bien conservés. Et puis au-dessus, vous voyez que, tiens, dans la craie inférieure, on retrouve l'angoumien. L'angoumien, c'est ceci, c'est un terme qui va être créé par Henri Coquan, qui travaillant sur Angoulême, voilà la partie historique d'Angoulême, ici, avec sa cathédrale. Si on regarde vers la Charente, comme ceci, en descendant la partie historique, on a toute une coupe géologique, à la base de laquelle on a un étage particulier caractérisé par des calcaires en plaquettes, des radiolites, qu'il va intituler l'étage angoumien. Cet étage ne subsistera pas dans l'échelle internationale que l'on verra tout à l'heure. Par contre, dans le Crétacé supérieur, il va créer 4 étages, carrément. Il va subdiviser le Crétacé supérieur en 4 étages, le Cognacien, vous voyez d'où ça vient, le Santonien, est-ce que vous voyez d'où ça vient aussi, le Campanien, la Champagne, et le Dordognien, de Dordogne. Sur ces 4 étages, 3 vont rester dans l'échelle internationale actuelle, les 3 premiers. Le dernier, le Dordognien, sera abandonné et ce sera le Maastrichtien de la région de Maastricht qui sera retenu au niveau international. Alors très rapidement, si vous voulez retrouver ces pages d'histoire, où est-ce que Coquan a défini son Cognacien? Il l'a défini dans le parc François Ier. Ici, c'est en dessous du parc. Si vous prenez la petite route en dessous du parc, vous avez les bases du Cognacien. Et puis au milieu du parc, vous avez un petit pont avec les formations du Cognacien au milieu. Le Santonien, il va être défini, donc on a ici le Cognacien, et puis le Santonien, il suit comme ceci, et il va être défini à un endroit que vous connaissez aussi, c'est la carrière qui est à proximité de Sainte-Césaire. Si vous allez au Paléosite, vous avez derrière le Paléosite une carrière qui aujourd'hui est abandonnée, c'est là le stratotype du Santonien. Et enfin le Campanien. Alors le Campanien,
le plus joli campanile à voir, et en même temps vous pourrez voir une belle église troglodyte, c'est d'aller à Optère, sur Dronne. Vous avez le Santonien ici, et puis vous avez le campanien qui est au-dessus, comme ceci. Et le Dordognien, eh ben, le Dordognien, vous le retrouvez, là aussi certains amis sont venus avec moi le voir sans le savoir. Le Dordognien, c'est la fin du Crétacé que l'on retrouve dans la région de Méché. Donc les falaises de Méché, ça c'est une carte que j'ai extraite de l'excursion dont on va parler tout à l'heure à Méché. Et donc en fait, il terminait la formation Crétacé par le Dordognien. Malheureusement, on s'apercevra plus tard que le Dordognien est quand même un faciès très particulier et qu'il ne peut pas être conservé dans l'échelle stratigraphique internationale. Alors, Henri Coquan donne donc au Conseil général de la Charente cette magnifique carte avec ici les formations. Les couleurs ne sont pas toujours respectées, donc on voit ici un morceau du massif central et puis les formations sédimentaires comme ceci qui se continuent. Alors si vous mettez les trois cartes les unes à côté des autres, la Charente inférieure, la Charente et puis la Dordogne, les limites de couches se suivent bien, mais les couleurs ne sont pas toujours bien appropriées. L'échelle des couleurs n'était pas encore bien réglementée, le Berghem n'existait pas, et donc il n'y avait pas les normes un peu comme on a aujourd'hui. Alors, ces deux cartes apparaissent dans les années 1850, elles font partie des premières cartes départementales au niveau français. Par contre, la Dordogne va être très à la traîne, et il va falloir attendre 1882, c'est-à-dire une époque où déjà les cartes au 1/80 millième sont commencées, pour voir cette carte faite là aussi par deux ingénieurs, cette fois-ci des travaux publics, Jean Marot et Georges Mouret. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces trois cartes, c'est que finalement, on a, avec les corrélations que l'on peut faire à partir des mémoires, on a pratiquement toute la partie septentrionale du bassin aquitain qui est très bien exprimée depuis le Lias, c'est-à-dire depuis le début du secondaire, jusqu'à la fin du Crétacé. Et donc, on peut considérer que cette région-là est une région modèle, une fois encore, pour les faunes australes, par opposition au bassin parisien, qui, lui, a des faunes boréales. Alors, il y a une autre chose très très importante, sur laquelle je voulais également attirer votre attention, c'est l'établissement du tracé des chemins de fer. L'établissement du tracé des chemins de fer se fait progressivement à travers la France, à partir des années 1850, et en fait, tous les tracés des chemins de fer vont être suivis par soit des ingénieurs des travaux publics, soit des ingénieurs des mines. Et on a énormément d'ouvrages qui relatent un petit peu ces tracés-là. Alors par exemple, en 1857, j'ai récupéré un ouvrage qui a été réalisé par Sauzet et Bogier, et cet ouvrage-là, 65 km de tracé dans les Deux-Sèvres entre la Vienne et la Charente inférieure, montre les levées d'une cinquantaine de tranchées et de quelques tunnels. Et donc ces réalisations vont complètement améliorer les connaissances géologiques que l'on avait. Il y en a un qui va vraiment s'en apercevoir, c'est Hilaire Arnaud, c'est un Charentais qui va systématiquement suivre les profils du chemin de fer dans la Charente, c'est la fameuse ligne Paris-Bordeaux. Et puis, il va suivre également une ligne de chemin de fer qui n'existe plus, qui était entre Saint-Jean-d'Angély et Taillebourg, le profil du chemin de fer de Grandjean et à Taillebourg. Et alors, tous ces profils vont leur permettre de trouver des choses qu'ils n'ont pas observées sur les autres affleurements, c'est-à-dire des compléments de stratigraphie, et de trouver de nouveaux fossiles. Donc on peut dire que les tracés de chemin de fer, dans la deuxième partie du 19e siècle, vont être vraiment merveilleux pour les géologues. Il y aura également des aménagements de routes, mais ils sont moindres. Alors voici la carte de 1868 qui présente un petit peu les lignes de chemin de fer dans la région. Alors ce qui est assez amusant à remarquer, c'est que la ligne que vous connaissez, La Rochelle-Rochefort, est postérieure à la ligne qui rejoignait Rochefort et qui passait, vous voyez, près de la Jarrie, qui arrivait pratiquement au niveau des Grefeuilles. Et cette grande ligne droite, vous la connaissez, c'est une départementale qui part de Rochefort à Grefeuille. C'est le premier tracé de chemin de fer. Alors, les tracés de chemin de fer, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que finalement, toutes les conférences, les congrès, les colloques qui vont se passer dans les régions vont utiliser les voies de chemin de fer pour amener les congressistes à pied d'œuvre. La réussite de ces cartes départementales est mitigée.
On a, je crois, à peu près une trentaine, 30-35 cartes géologiques départementales. Et par conséquent, à l'époque, on va créer un service de la carte géologique. Et là aussi, il va y avoir des tiraillements, parce qu'on va les créer d'en haut en disant, voilà, on crée un service géologique et ce seront que les ingénieurs des mines qui auront le droit de faire les levées de cartes. Alors là, tollé général, les universitaires, vous voyez ce que c'est, les universitaires sont pas contents, mais ceux qui sont encore le moins contents, ce sont tous les amateurs qui servaient et qui, eux, découvraient des fossiles, donnaient des informations aux universitaires. Et il va y avoir, en parallèle du service géologique, une association qui va faire que, en fait, le vrai service géologique va pouvoir utiliser les compétences, bien sûr, des ingénieurs des mines, mais également des universitaires et des amateurs. Et des amateurs éclairés, nous en avons dans la région. Donc, les principales étapes que l'on peut évoquer ici, c'est 1877, Hilaire Arnaud publie son mémoire sur les terrains crétacés, on l'a évoqué, donc il va nous donner des compléments d'information grâce aux voies de chemin de fer. 1882, l'Association française pour l'avancement des sciences naturelles se réunit à La Rochelle. Et là, Hilaire Arnaud va vraiment briller, on va en reparler. Et puis 1887, c'est une réunion extraordinaire de la Société géologique de France, en Charente-Inférieure et Dordogne, qui va faire la synthèse de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et dont on va reparler dans un instant. Mais auparavant, je vous présente donc deux personnages charentais, Hilaire Arnaud, un charentais, et puis Augustin Boisselier, un charentais inférieur. Hilaire Arnaud, c'est quelqu'un qui est avocat de profession. Et donc, en fait, il passe son temps libre, donc c'est pratiquement un amateur éclairé de la géologie, à faire de la géologie. Et il devient le grand spécialiste du Crétacé, au point de vue lithologique, de la craie, et puis de toute sa faune fossile. Et il va nous laisser une trentaine d'articles et de mémoires qui, aujourd'hui encore, servent un peu de référence. Et cet Hilaire Arnaud, bien qu'avocat et géologue amateur, fera partie de la Société géologique de France. Il faudrait vérifier, je me demande même s'il n'a pas été président à un moment. Et puis le deuxième, c'est Augustin Boisselier. Alors Augustin Boisselier, j'ai un peu travaillé sur lui et je retournerai travailler sur lui parce que c'est un personnage très attachant. C'est un personnage de conditions très modestes qui est né dans la région de Nantes, qui savait pratiquement pas lire, qui a appris à lire grâce à la marine, donc qui a été d'abord dans la région nantaise et qui ensuite est devenu agent administratif à Rochefort. Et en tant qu'agent administratif à Rochefort, il avait quand même du temps libre. Il était célibataire, il était protestant, il était franc-maçon et tout son temps libre, il va le passer à faire du levé géologique. Si bien que en 12 ans, il va réaliser 6 cartes qui équivalent, vous voyez, je me suis amusé à faire le calcul, 1000 jours de terrain, 50 000 km de parcours, 37 000 en train, 5 000 en voiture, 8 000 à pied. Et alors ce qui est très marrant, c'est que quand on lit ces carnets, une partie des carnets de terrain d'Augustin Boisselier sont aux archives de la Société de Sciences Nat et une autre partie à la médiathèque de Rochefort. Et quand vous lisez les carnets, vous retrouvez des tas de clichés du passé. C'est-à-dire, je me suis arrêté à la gare de Maran et en sortant de la gare, j'ai trouvé tel caillou. Et puis alors, on retrouve des tas de gares qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, si quelqu'un voulait faire une thèse sur les chemins de fer, les géologues sont de très bons indicateurs des chemins de fer. Alors, ces deux personnages vont marquer l'évolution de la géologie dans notre région. Et puis, la réunion de 1887, j'ai retrouvé quand même des photos de l'époque. Alors, c'est cette fameuse réunion où ils se réunissent à Rochefort. Et le lendemain, ils décident de faire une sortie jusqu'à l'île Madame. Et à l'époque, on prenait le bac à Soubise. Vous voyez, les carrioles comme ceci. Et ils vont tranquillement aller de Rochefort jusqu'à Périgueux, par la route avec leurs carrioles, ils vont s'arrêter régulièrement et ils étaient tout à fait dans la tradition des géologues. Je peux vous dire que le soir, ils faisaient leur réunion et ensuite ils faisaient un souper bien arrosé et tout se passait très bien. Voilà. Alors les voici à l'île Madame, vous reconnaissez peut-être, et vous voyez, ils sont quand même assez bien vêtus pour aller sur le terrain. Je ne sais pas si un Hervé tu irais sur le terrain comme ça aujourd'hui. Là, tu as peu de chance. Voilà, alors parmi les personnages que l'on peut reconnaître, on en reconnaît un ici, c'est Beltrémieux.
avec ses moustaches. Alors, j'ai pas pu identifier tous les personnages, vous voyez, il faudrait que je reprenne, mais il me semble que celui-ci, ça doit être Augustin Boisselier, mais j'en suis pas sûr. Hein. Donc en fait, ce serait très intéressant, avant que la mémoire nous fasse défaut, que l'on puisse retrouver tous ces personnages, parce que ce sont ceux qui ont marqué, une fois encore, la géologie dans la région. Alors voilà Augustin Boisselier dans sa tenue d'agent de la marine, et à côté vous avez un montage, des cartes. Alors il a levé 6 cartes au 50 millième, la carte de Fontenay-le-Comte, la carte de Luçon, la carte de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, et Rochefort, et puis je sais plus. Il faudra regarder, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc en fait c'est un travail phénoménal. Aujourd'hui, je ne sais pas si un amateur aurait le courage, sur ses temps libres, de faire un tel travail. Donc les propos que je voulais tenir ce soir, c'est quand même ne pas oublier tous ces gens-là qui ont fait que finalement, si on a une facilité aujourd'hui à comprendre un petit peu la géologie, c'est grâce à leurs travaux. Alors voilà un coloriage fait par Boisselier, ce sont des documents que j'ai photographiés aux archives de la médiathèque de Rochefort, qui montrent un petit peu comment il travaillait, c'est-à-dire que en fait il avait des campagnes de terrain, il ramenait tout à Rochefort, il vivait rue des Remparts. La rue des Remparts n'existe plus, il était un peu en face de la poste actuelle de Rochefort, c'est là qu'il habitait. Et donc il ramenait tous ces cailloux, tous ces fossiles, et il passait des nuits entières à faire les reports d'élevés sur les fonds topographiques qu'ils avaient, et l'identification des fossiles et la nature des roches. Alors il travaillait quand même sous le contrôle d'ingénieurs des mines qui eux étaient au service géologique. Voilà encore quelques extraits des carnets de Boisselier, vous voyez, avec des coupes géologiques, alors bien sûr avec des échelles un peu disproportionnées, et puis des tas de schémas. Et donc c'est un travail minutieux, précis, qui l'a occupé jusqu'à sa mort. Donc en fait, Boisselier, il a donc 6 cartes au 80 millième. On en a quelques-unes ici, je crois qu'on les a même toutes. On doit avoir un montage complet des premières cartes géologiques au 80 millième. Alors la tour de Chassiron, là, il y a, disons, 1/10 de la carte qui est dessinée, le reste c'est l'océan, donc pas grand chose. La carte de La Rochelle, on va la revoir, on va en voir un petit morceau tout à l'heure. Rochefort, on a vu le morceau. L'Espar, donc je me souvenais plus, donc c'est au sud. Fontenay-le-Comte et Saint-Jean-d'Angély. Par contre, d'autres géologues célèbres vont venir compléter cette couverture au 80 millième, en particulier Léon Pervinquière pour la feuille de Sainte, et puis Albert Durand de Grossouvre pour Jonzac et Angoulême. Je voudrais quand même vous dire que après ces cartes, que restait-il à faire? Il restait 2 choses essentielles. Vous avez vu que j'ai absolument pas évoqué de plissement, de failles et de tectonique. Et c'est vrai que les premières cartes sont un peu faibles en tectonique. Quoique, bon, on a encore certains collègues qui sont encore faibles en tectonique. Mais la chose qui restait à faire, c'est effectivement d'essayer de voir un petit peu s'il y avait eu de la tectonique dans notre région. Et puis la deuxième chose, c'était d'essayer de voir si toutes ces cartes de détail peuvent se raccorder, peuvent être mises bout à bout pour avoir une idée de synthèse, une idée générale sur le bassin aquitain. Et là, on va avoir 2 personnages qui vont travailler et contribuer à ces travaux. Une fois encore, un Auvergnat, Philippe Glangeau, qui était en poste à Clermont-Ferrand, va s'intéresser au Jurassique et au Crétacé de notre bassin aquitain. Et il va faire 2 publications, et la deuxième, je vous montrerai une carte extraite de cette publication. La deuxième va être intéressante car c'est le premier qui va mettre en évidence quand même des plissements dans ses formations, et puis des héritages anciens, c'est-à-dire des héritages du socle qui est au-dessous. Quant à Jules Wesch, il est professeur à Poitiers, il arrive du Maroc, il me semble qu'il était au Maroc au départ, et il va faire une carte géologique à Confolens, mais il va surtout s'intéresser à faire la synthèse de toutes les cartes, dont la majeure partie des cartes de Boisselier. Et en 1913, il nous présente cette carte qui est une carte de synthèse de notre région, la carte de La Rochelle, où l'on retrouve le détail des formations lithologiques, comme ceci. On retrouve également les espaces occupés par les marais, et on commence à retrouver des structures anticlinales et synclinales qui viennent un petit peu compléter le dessin des formations.
Mais celui qui va vraiment s'intéresser au plissement dans la région, et tout particulièrement au plissement crétacé, c'est effectivement Philippe Glangeau qui, en 1899, dans un mémoire assez synthétique, va nous montrer un petit peu les différents plissements que l'on a dans la région, et surtout marquer une ligne très nette entre d'une part et d'autre du seuil du Poitou, c'est-à-dire entre le bassin aquitain et le bassin parisien. Un peu plus tard, deux enseignants de Poitiers également vont reprendre un petit peu les travaux antérieurs et préciser un peu plus la géologie de la région. C'est ce Waterloo et Paul Wesch, 1953, et on va avoir donc quelques précisions, quelques détails sur les différents anticlinaux et synclinaux. Mais vous voyez que, en fait, par rapport aux cartes que l'on a vues antérieurement, on a affiné, on a fignolé, je dirais même on a pinaillé, mais on n'a pas beaucoup changé les fondements. Alors, l'histoire s'arrête à peu près en 1950, après c'est l'actuel. L'actuel c'est quoi? Ce sont les cartes géologiques de France, cartes au 50 millième. De la région, il y en a une trentaine à peu près, à ma connaissance, mais je parle sous contrôle. Elles n'apportent pas des choses fondamentales. Même quelquefois, elles sont inexactes, pour ne pas dire fausses, comme celle de l'île de Ré. Donc en fait, il y aurait peut-être une étude à faire sur l'histoire de 1950 à nos jours, mais c'est une autre page que j'ai pas tournée. Et donc, je voudrais quand même vous montrer très rapidement la carte de Boisselier en haut et la carte actuelle. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a un petit peu plus de détails sur les formations superficielles, mais les limites générales des formations étaient déjà parfaitement bien précises à la fin du 19e siècle. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'aujourd'hui, on complète un peu les travaux des anciens, et en particulier, si vous prenez ce que publie Arnaud en 1887, lors du fameux congrès, il met en évidence les différentes formations avec des étages bien précis. Et puis, si vous prenez le livre de Tournepiche sur la géologie de la Charente, dans lequel il a fait une très belle illustration, on voit que finalement on retrouve quelque chose tout à fait d'équivalent pour les formations lithologiques, et que les apports nouveaux, ce sont des apports, ce que l'on appelle la stratigraphie séquentielle, où on étudie un petit peu comment se sont formées les roches, quelles sont les conditions climatiques que l'on peut évoquer. Toute une science qui se tourne un petit peu vers l'environnement de ces formations, mais qui complète toute l'histoire que l'on a évoquée sans la remettre en question. Je voulais rendre hommage à tous ces gens-là, et j'ai trouvé, vous voyez, une sortie de ce fameux congrès extraordinaire de la Société géologique, où les gens, enfin les géologues, étaient des gens bien vivants et heureux de vivre, comme j'espère c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir.